Voilà, c'est le printemps là depuis quelques jours et cet hiver, j'ai eu la chance de lire et de voir des choses qui m'ont vraiment intéressée, que j'ai trouvé super, que j'avais envie de vous partager. Donc c'est pas forcément des choses toutes neuves qui sont sorties cet hiver, mais plutôt des choses que moi j'ai découvertes cet hiver. Et si vous êtes à la recherche de recommandations et que vous pensez que peut-être on a des goûts un peu similaires ou que vous vous demandez qu'est-ce que j'aime, au cas où vous vous posiez cette question, je vais vous donner quelques infos là-dessus. Donc je vais vous parler de 6 choses, de livres, de séries, de films. Et l'ordre que je vais adopter, c'est l'ordre crescendo vers ce qui m'a le plus enthousiasmé. Mais voilà, je le rappelle, je vous parle que de trucs que j'ai aimés. Donc le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Patronyme de Vanessa Springora, qui est sorti en janvier 2025 et qui retrace l'enquête qu'elle va mener à la suite de la mort de son père. Donc son père meurt au moment de la parution de son premier livre. Donc son premier livre, c'est Le Consentement, où elle a raconté son histoire adolescente, la relation qu'elle a eue avec Gabriel Matzneff. Son père est retrouvé mort sur le canapé de ses parents, là où il vivait depuis 9 ans sans quasiment quitter le domicile. Alors, je le raconte comme ça, on dirait qu'on part sur un roman policier. Alors, il va y avoir de l'enquête, mais c'est absolument pas ça le cœur du sujet. Donc ça démarre par cette mort, mais surtout ce qui va se passer, c'est que quand elle va devoir vider l'appartement, qui est excessivement encombré, elle va trouver des documents et des photos qui vont la ramener un petit peu à l'énigme qu'elle a toujours sentie quant aux origines de son nom. Donc Springora, elle nous l'explique très tôt, c'est un nom qui est d'origine tchèque, en tout cas c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'elle raconte. Ça sonne un peu comme Kundera, Kafka, ces grands écrivains tchèques, mais son père, qui est aussi un grand menteur, un grand affabulateur, lui a aussi dit, voilà, notre vrai nom en fait c'est pas Springora, c'est Springer von Karlsbad, donc un nom avec particules. On a un château dans les Carpates qui nous attend, enfin un petit peu une légende aussi autour de ça. Donc il y a du trouble. Elle ne sait pas ce qui est vrai, la version de son père on peut pas s'y fier, son grand-père lui n'a jamais rien raconté. Elle va nous faire témoin en fait de cette enquête à travers ses souvenirs, les souvenirs de son père, de son grand-père, mais aussi à travers les archives. Et on va se retrouver propulsé dans une histoire qui prend sa source en Europe centrale, dans l'entre-deux-guerres, donc il est né en 1912, et elle va essayer de retracer ce parcours, en fait, comment de cette naissance-là en République tchèque, enfin en Tchécoslovaquie, à la fin de la guerre en 1944, il est en France, il travaille même pour les Américains. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce nom de famille, est-ce que c'est vraiment son nom de famille? Donc on va l'accompagner là-dedans, dans cette de recherche de vérité. En fait, son grand-père, alors je pense que je spoil pas trop en disant ça, mais son grand-père a fait œuvre de silence. Il a vraiment fait en sorte d'effacer un petit peu ses origines. Et elle va faire en sorte de faire émerger la vérité en sachant qu'elle n'a accès qu'à des souvenirs ou qu'à des archives qui sont par nature administratives, donc qui ne contiennent pas l'essentiel, qui sont aussi par certains aspects potentiellement falsifiés ou falsifiables. Et il y a quelque chose qui échappe toujours. Voilà, donc on est le témoin de ce retour en arrière, de cette recherche, là où son père, en fait, a été affecté par l'histoire de son grand-père, mais dans un mode totalement confus. Il en est devenu... alors, peut-être pas une conséquence directe, mais en tout cas, son père n'allait pas très bien. Elle va faire œuvre de clarté, essayer de rompre les silences et de remettre de la continuité là où son grand-père avait essayé de couper le fil. Voilà, donc c'est un chouette récit. Si vous aimez ces enquêtes familiales, je vous le recommande. Après, honnêtement, je pensais l'aimer beaucoup plus que ce n'a été pour moi, parce que j'adore ce genre d'histoire. J'avais aussi beaucoup aimé le premier livre de l'autrice, mais le style n'est pas incroyable, c'est parfois un peu lent, un peu long. En même temps, c'est aussi le reflet de ce parcours, ça s'enlise, c'est long, une enquête de ce type-là.
voilà, on est un petit peu avec ça aussi. Voilà, deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, toujours dans le même thème des gens qui veulent changer de vie, c'est le film Emilia Pérez qui est sorti l'année dernière. Donc Emilia Pérez, c'est le dernier film de Jacques Audiard dont on a entendu énormément parler, qui a été aussi beaucoup controversé à la fois par rapport à des tweets de l'actrice principale, mais aussi par rapport à plein de choses en fait. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de tout ça. Alors Emilia Pérez, c'est un film musical, c'est une fable qui raconte comment un baron de la drogue mexicain, donc vraiment très très haut, un chef de gang, veut quitter ce milieu. Alors, je vais vous le dire comment on le présente dans le film. Il veut rompre avec ce milieu et il veut rejoindre ce qui a toujours été son souhait, de devenir une femme. Donc, il cherche en fait une personne qui l'aidera à faire ça. Donc, il recrute une avocate qui est complètement exploitée parce que c'est une femme d'une minorité ethnique qui est complètement exploitée par son boss, alors qu'elle est très talentueuse. Donc il la recrute et il lui demande de l'aider à accomplir ce projet, ce rêve. Donc il lui demande à la fois de lui trouver un chirurgien qui voudra bien l'opérer, et puis après de l'aider à mettre en sûreté sa femme et ses enfants pour pouvoir disparaître. En fait, il va mettre en scène sa propre mort. Aux yeux de tout le monde, il s'appelle Manitas, le baron de la drogue va mourir, et comme ça il va pouvoir refaire sa vie sous une autre identité, sous un autre genre, sous les traits d'une femme, Emilia Pérez. Et là aussi, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire table rase de son passé, il veut tout brûler. Manitas n'aura jamais existé et puis quelqu'un de neuf va émerger après l'opération chirurgicale. C'est vraiment comme ça qu'il voit son changement de vie. Et comme on l'a vu avec Patronyme, en général ça marche pas très bien comme ça. Penser qu'on peut complètement se réinventer ailleurs, refaire sa vie, comme si ce qu'on était avant n'existait plus, ben ça marche pas. Et c'est spectaculaire, c'est ce qui aura valu des critiques à Jacques Audiard d'avoir utilisé notamment le fait de changer de sexe ou changer de genre, parce que c'est très spectaculaire, mais en fait dans le film, c'est pas vraiment traité. Et c'est aussi le fait que le côté spectaculaire, c'est qu'on se place du coup au Mexique, dans la violence du narcotrafic. Ça fait des images très très fortes. Il se réapproprie toute une partie douloureuse de l'histoire mexicaine. Voilà, il y a eu beaucoup de critiques dans le fait d'utiliser ça un petit peu pour le décor de ce film. Le décor de ce film fait par des Européens, des Français, sans bien connaître la réalité de ce contexte au Mexique. En plus, le film n'a pas été filmé là-bas. Enfin bon, les acteurs, les actrices ne sont pas mexicaines. Je me perds un peu, mais tout ça pour vous dire que moi j'ai adoré ce film. C'est une fable musicale, les chansons sont incroyables, la musique m'a scotché. Et si on le prend pour ce que c'est, de mon point de vue, du coup c'est une fable où en fait on ne peut pas changer de vie comme cela en faisant table rase du passé, en brûlant tout derrière soi. C'est une super fable. Voilà. Et c'est absolument pas un film sur le changement de genre. C'est pas non plus un film sur la question de la violence au Mexique, c'est aussi très mal traité. Troisième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est d'une mini-série qui parle aussi d'identité, de quelqu'un qui va s'inventer une vie. Ça s'appelle Une amie dévouée. C'est une série de Jean-Baptiste Delafont et Fanny Bordino qui est sortie à l'automne 2024, il y a juste 4 épisodes et l'histoire est inspirée d'une histoire vraie qui a été retranscrite dans un livre. Le livre s'appelle La mythomane du Bataclan. Bon, déjà là, je pense que vous avez l'histoire en tête. On est suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et on va suivre en fait le parcours d'une femme qui a une cinquantaine d'années, donc qui est jouée par Laure Calamy, qui s'appelle Chris dans la série. Bon, qui est dans une solitude extrême, qui vit chez sa mère, qui a des problèmes financiers, qui n'a pas d'amis, qui ne va pas bien hein, globalement. Qui, le jour des attentats, est dans un bar proche
du Bataclan et des cafés qui ont été ciblés par les attentats, qui va être en fait une témoin un petit peu à distance de cette violence-là, et qui va commencer à raconter un mensonge. Le premier mensonge qu'elle va raconter, c'est que son meilleur ami a été blessé au Bataclan et il est dans le coma à l'hôpital Georges Pompidou. C'est une série sur la mythomanie, on est dans le trouble. On ne sait pas exactement ce à quoi elle croit, ce qu'elle ne croit pas, là où elle est consciente de ses mensonges, là où c'est vraiment sa réalité. Donc on est vraiment tout le temps un petit peu en eau trouble comme cela. Elle va utiliser, entre guillemets, cette histoire pour vraiment s'approcher des victimes, enfin des rescapés, comme ils s'appellent, des attentats. Elle va devenir bénévole d'une association de victimes. Là, d'où tire son titre, c'est vraiment l'amie dévouée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là, excessivement présente, pour aider ces personnes qui viennent de vivre des événements traumatiques. C'est l'amie parfaite, c'est l'amie idéale. Et en ce sens, elle va, entre guillemets, faire le bien. Elle va aider probablement beaucoup de personnes, mais tout ça repose sur un mensonge initial, et puis il va y en avoir plein d'autres en fait. Bon, je vous raconte pas, mais ça s'emballe en fait. Donc la série nous montre bien à quel point en fait elle a une estime d'elle-même tellement basse qu'elle se raconte des choses, elle s'invente une vie pour pouvoir devenir amie avec ces personnes, parce qu'être elle-même ne pourrait pas suffire. C'est vraiment une belle série qui fait réfléchir, qui nous met vraiment dans la peau de Chris, mais aussi des personnes qu'elle va rencontrer, qui vont devenir ses amis, ses collègues. Donc si on a ce livre et ce film, c'est que Chris a été découverte. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre que toute cette relation était basée sur rien en fait? Voilà, je vous recommande vraiment beaucoup cette série si vous voulez vous laisser un petit peu perturber par un personnage mythomane. Ça vient vraiment nous questionner à plein d'endroits. Ouais, super chouette. Alors pour rester dans le domaine des relations, alors là dans un tout autre registre, je vous recommande beaucoup le film L'attachement de Karine Tardieu, qui est sorti je crois en février 2025 avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, qui est un petit bijou. Il faut être prêt à beaucoup pleurer. Hein. C'est à la fois, c'est un film où, en tout cas pour moi, je suis passée du rire aux larmes. On passe du rire aux larmes en permanence dans ce film. C'est vraiment très très beau. C'est un film qui est basé sur le livre L'intimité d'Alice Fernet. Je vous montre la couverture parce que, en fait, c'est l'affiche du film, la couverture. Donc bon. Babel et les éditeurs, arrêtez de faire ça. Mettez pas les affiches des films sur les couvertures des livres, c'est insupportable. Bon, là, en soi, ça m'aide pour vous montrer, mais sinon, c'est pas agréable du tout. Donc, j'ai pas encore lu le livre. Le film, pour vous dire en quelques mots, c'est l'histoire de Sandra qui a la cinquantaine. C'est une libraire féministe qui n'a pas eu d'enfant, qui n'en a jamais voulu, qui n'aime pas particulièrement les enfants, qui est la voisine de palier d'un couple. Donc un couple avec un enfant qui doit avoir 5 ans peut-être, et ils attendent un enfant. Au moment de partir à la maternité pour aller accoucher, bien sûr, l'ami qui devait garder le grand, donc Elliot, n'est pas disponible, n'est pas joignable. Ils sont dans la galère et ils tape chez Sandra, la voisine, avec qui ils n'ont pas beaucoup de relations, et il lui demande si elle peut garder Elliot. Et enfin, il lui demande, il lui confie Elliot en disant « bon, c'est juste pour aujourd'hui ». Et donc Sandra se retrouve avec Elliot, le démarrage est assez cocasse. En fait, elle est embarrassée de ce gamin, elle doit aller travailler, et en même temps, il est touchant par toute sa naïveté d'enfant. Il lui pose des questions que personne ne pose. Le pitch du film, c'est que, je vous spoil pas, hein, ça se passe dans le premier quart d'heure, c'est que en fait, à la maternité, ce qui va se passer, c'est que la maman va mourir au cours de l'accouchement, le bébé va naître, c'est une petite fille, et puis on va voir revenir du coup le père et son bébé.
vous imaginez dans quel état. Et le film va nous parler de la relation de Sandra avec Elliot, ce petit garçon, de Sandra avec le voisin, et puis ce bébé qui arrive. Et il y a beaucoup d'autres personnages aussi qui vont tourner autour. Donc c'est un film, c'est vraiment un kaléidoscope de liens. Ça se passe avec beaucoup d'ellipses. Ça se passe sur plusieurs années. On voit les relations qui bougent, qui évoluent, qui sont toujours dans la recherche d'une certaine forme de justesse. Voilà, c'est vraiment c'est magnifique, c'est très bien joué. Voilà, ça s'appelle L'attachement. Je trouve que c'est pas un très bon titre de film, mais à part ça, je recommande plus. Alors, avant-dernière chose dont j'ai envie de vous parler de la série White Lotus. La série qui est créée par Mike White. La première saison est parue en 2021, il y a eu une saison 2 et là actuellement est en train d'être sortie la saison 3. Donc moi je vous parle vraiment que de la saison 1 qui est de mon point de vue waouh, une claque totale cette saison 1. La saison 2 j'ai pas aimé, en tout cas j'ai été excessivement déçue par rapport à tout ce que j'avais aimé de la saison 1. La saison 3, je suis en train de la regarder. Pour l'instant, tous les épisodes ne sont pas sortis. Je sais pas. Je préfère à la saison 2, mais pour l'instant, c'est absolument pas le niveau de la saison 1. Quelques mots de l'histoire. Ça se passe dans un complexe hôtelier ultra luxueux à Hawaï, où on va suivre à la fois une partie du staff. Donc c'est un petit côté Downton Abbey, où on suit à la fois des membres, des employés de l'hôtel et puis des clients de l'hôtel qui, eux, sont très riches. Alors, il y a deux choses qui sont super dans la construction de la série. La série démarre par un flashback et on sait que quelqu'un va être tué au cours du séjour. Et on ne sait pas qui, et on ne sait pas comment. Voilà, ça c'est l'idée vraiment chouette de la série, qui était vraiment super dans la saison 1 et qui n'a pas été reproduit après, c'est que c'est un huis clos. On va suivre 3 groupes de clients, un couple qui vient de se rencontrer en lune de miel, une femme qui doit avoir la soixantaine et qui vient pour disperser les cendres de sa mère, donc elle a une urne avec les cendres de sa mère, et puis on suit une famille, donc un couple et leurs 2 enfants adolescents et la copine de leur fille adolescente. Voilà, et puis on a le manager de l'hôtel qui joue un rôle très important, d'autres employés de l'hôtel, notamment la responsable du centre du spa de l'hôtel. Voilà un petit peu. Et c'est tout en fait. Et il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas plus d'histoire que ça. Juste on va suivre 3 groupes de clients qui viennent pour passer une bonne semaine, une semaine de vacances. Et puis, petit à petit, il va y avoir des petites choses qui vont faire grincer la mécanique jusqu'à aboutir à la mort de quelqu'un. Et par exemple, pour vous donner un peu une idée, le jeune couple là qui vient de se rencontrer en lune de miel, en fait, ça démarre tout de suite où en fait ils n'ont pas eu la chambre qu'ils avaient réservée. Il y a eu un couac à la réservation, mais le manager, plutôt que d'admettre l'erreur, en fait, essaye un petit peu de noyer le poisson. Et de cette simple petite erreur de réservation, donc, il va y avoir comme une escalade en fait. Et c'est là où c'est absolument magistral et que j'ai trouvé ça super, c'est comment on peut faire une histoire incroyable à partir de si peu de choses. Voilà, et la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est d'un livre. C'est le livre de Neige Sino, Triste Tigre, qui est paru en décembre 2023, je crois, et qui est juste... Enfin, waouh! Alors, il a eu énormément de succès, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais alors, waouh! Je crois que j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Je viens de le lire. J'ai mis des post-it partout. Je fais jamais ça. Enfin, je sais pas. Tout m'a parlé. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai énormément lu sur l'inceste. Donc déjà, c'est pas le sujet qui fait que c'est un livre pour moi incroyable. C'est vraiment dans l'écriture, dans le traitement, dans
la personnalité même de Neige, enfin, il y a quelque chose qui est waouh, 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 waouh. Pour moi, dans ce livre, il y a un peu tout ce que tout et même plus que ce que j'aurais aimé y trouver, si tant est que j'ai des attentes par rapport à un livre. Je pense pas que ça soit le cas, mais il y a un style littéraire. C'est vraiment une écrivaine, c'est une romancière avant tout qui nous livre un témoignage. Donc c'est pas de la fiction, c'est sa propre histoire. Et c'est aussi intéressant parce qu'elle nous partage son questionnement par rapport à ça, par rapport au fait d'écrire pour une fois de la non-fiction, d'écrire un témoignage. Alors ça, je l'ai lu dans une interview où elle dit c'est pas non plus une thérapie, j'écris pas pour aller mieux et me servir du lecteur et que le lecteur il se sente mal et moi je vais aller mieux en lisant ça. Non, c'est vraiment un livre où elle écrit parce que c'est son sujet. Elle écrit aussi, il y a quand même une mission de protection. Elle écrit un petit peu pour nous éduquer aussi. Et elle le fait, je pense, d'une manière magistrale. Elle se pose la question de comment écrire sur l'inceste. Parce que l'inceste, c'est vraiment le sujet où, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on est programmé pour ne pas engrammer les récits d'inceste. C'est-à-dire qu'il y a énormément de déni. Quand on entend un récit d'inceste, souvent on oublie ou on minimise. Enfin, c'est vraiment très étrange comment c'est tellement insoutenable que notre cerveau fonctionne d'une manière à faire en sorte de fermer toutes les écoutilles. Et du coup, c'est très particulier quand on veut raconter une histoire d'inceste. On est obligé à la fois d'être suffisamment cash, entre guillemets, précis, pour que on ne puisse pas faire l'autruche, c'est-à-dire qu'on comprenne bien de quoi on est en train de parler et pas en train de se raconter que c'est une histoire d'amour comme les autres. C'est absolument pas le cas, comme certaines personnes aimeraient le justifier. Donc il y a cet aspect-là qui est très frontal. Et puis il y a aussi besoin de passer par les biais, de ne pas être trop direct non plus pour pouvoir faire en sorte que on puisse lire ces récits-là parce que c'est relativement insoutenable. C'est un récit personnel, donc Neige Sino, elle a été abusée et violée par son beau-père, donc le mari de sa mère, à peu près de l'âge de 7 ans à 14 ans, sans que personne ne s'en rende jamais compte. Elle n'en a jamais parlé, elle en a parlé qu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est une histoire à la fois très singulière, c'est l'histoire de Neige Sino, et l'histoire de son beau-père, mais c'est aussi une histoire qui est ultra fréquente. Et donc à la fois elle nous renseigne sur les mécaniques générales, et à la fois elle nous parle de cette histoire très singulière. Et je pense qu'elle décrit très très bien ce mécanisme de domination totale de la personne de l'enfant. En fait, Neige essaye de comprendre son agresseur, qui lui n'a jamais essayé de la comprendre, qui ne fait que se raconter des histoires, qui s'accommode en fait avec la réalité pour éviter de trop penser à ce qu'il fait. Ce qui se passe, c'est que Neige, elle a 7 ans, elle veut pas l'appeler papa parce qu'elle a déjà un papa. Elle veut pas monnayer son amour, elle veut pas être obligée d'aimer cet homme qui, voilà, comme dit sa mère, il a aussi des bons côtés, mais visiblement il lui fait peur, il est autoritaire et il exige beaucoup de choses. Neige, avec sa, je sais pas, une forme d'intelligence totale, une forme de sensibilité et de vérité, elle refuse tout ça. Elle refuse qu'on lui impose, qu'on lui extorque son amour. Et ça, c'est insupportable pour le beau-père. Il ne peut pas supporter qu'elle puisse lui résister. Et du coup, en ce sens, d'une manière logique pour lui, il va falloir qu'elle se soumette à sa domination. Et il va aller jusqu'à une domination totale qui passe sur le corps de l'enfant complètement, donc jusqu'au viol. Et dans une logique perverse de tu m'y obliges. Puis tu vas voir, après tu vas m'aimer, ça ira mieux. Mais par contre, il faut en parler à personne parce que sinon la famille va s'effondrer.
Bon, voilà, vous imaginez la suite. Elle essaye de le comprendre et en fait elle le comprend. Elle comprend cette logique perverse. Après, un adulte peut comprendre ça, tout en restant droit, tout en voyant que c'est une logique qui est perverse. Un enfant, lui, il comprend la logique, mais il ne voit pas que les choses sont renversées en permanence. Donc c'est ce travail de devoir toujours remettre à l'endroit les responsabilités, de toujours redétricoter ce qui a été mis à l'envers par le bourreau, par l'agresseur, par le pervers. Et du coup, c'est la question du mal qui est au cœur de ce livre. Donc, à partir de son agresseur qui a commis un mal, ce crime-là, elle l'étend vraiment à la question du mal en général. Donc c'est vraiment les grandes questions de l'humanité. Pourquoi on peut torturer, pourquoi les génocides, pourquoi l'humain est capable de ça, et l'espoir qu'on a de trouver des réponses en allant interroger les personnes qui ont commis ces crimes-là, donc les violeurs, les tortionnaires, essayer de comprendre. On a toujours cet espoir-là, l'espoir de pouvoir comprendre, l'espoir de l'empathie. Et ce qu'elle explique très bien, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les réponses. On est déçus dans les réponses, on ne cesse de leur donner de notre empathie, de notre attention. On leur donne de l'attention qu'ils réclament. Hein. Si seulement on me laissait refaire ma vie, si seulement on voulait me comprendre, si seulement... Non, ces personnes-là, on ne cesse de leur donner la parole, on ne cesse de vouloir les comprendre, on écrit des livres sur eux, on fait des films sur eux, on les écoute au procès, il y a des articles de journaux entiers, des documentaires, et pour autant, on n'apprend pas grand-chose en fait. Et ça, je trouve qu'elle... Enfin, je sais pas si c'est l'objet de son livre, mais en tout cas, moi, j'en suis ressortie avec ça, vraiment ce truc de... C'est pas là qu'on va trouver les réponses. Et j'ai l'impression que Nashino nous donne une clé en disant que elles sont peut-être là où on les attend le moins, elles sont peut-être dans la fiction. Que c'est peut-être un meilleur endroit où chercher des réponses. Vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai été scotchée, bouleversée. Je vais, je pense, le relire très vite. Donc il y a quelques scènes qui sont très crues, mais c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est très touchant avec Nashino, c'est le respect énorme qu'elle a pour son lecteur, c'est-à-dire que tout ce qui est dit parce qu'il doit être dit, et il n'y a aucune volonté de choquer le lecteur, il n'y a aucune volonté de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est très important. En fait, elle ne veut absolument pas utiliser le lecteur pour sa propre rédemption ou pour sa propre jouissance, hein, comme l'a fait son beau-père, en fait. Donc, il y a un très, très grand respect de la personne du lecteur. Et donc, en tout cas, moi, j'ai senti ça. Et on peut y aller avec beaucoup de confiance dans le fait que même si c'est un sujet très difficile, parfois inaudible, ce qu'elle nous dit, c'est parce que ça a besoin d'être dit, et du coup, on peut l'entendre. Ouf. Ouais, je suis assez émue en fait de parler encore de ce livre. Je trouve que c'est un livre sublime. Voilà. J'espère que j'ai dit... En fait, j'ose pas terminer la vidéo parce que j'ai peur d'avoir oublié un truc que je voulais dire. Bon, de toute manière, c'est comme ça. J'ai sûrement oublié plein de choses. C'est pas très grave. Si vous avez des recommandations de livres, de films, de choses que vous pensez que je pourrais aimer, dites-le dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir des conseils. Et puis peut-être ça peut aussi servir à d'autres personnes. Je pense que je referai une vidéo à la fin du printemps pour vous dire ce que j'ai aimé au printemps. À bientôt. Bye bye.